Un message secret, révolutionnaire, voire hérétique, qui défiait l'Église catholique et les pouvoirs en place de l'époque. Un message aussi bouleversant qu'actuel, capable de réécrire nos connaissances et nos croyances. Imaginez que tout cela soit caché dans l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de l'art, la scène de Léonard de Vinci. Au fil des siècles, cette œuvre a captivé l'attention de scientifiques et de chercheurs du monde entier. Et, comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, elle a alimenté des théories, des spéculations et des mystères fascinants. Mais qu'y a-t-il de vrai dans tout cela ? Existe-t-il vraiment un message caché ? Et s'il existe, qu'est-ce que Léonard de Vinci voulait nous communiquer d'aussi bouleversant, au point de le cacher aux yeux de tous ? Aujourd'hui, nous partons pour une aventure afin de découvrir la signification cachée de cette œuvre d'art iconique. Pour éclaircir le message mystérieux laissé par Léonard, nous explorerons d'anciens documents et témoignages qui, nous en sommes certains, éveilleront votre curiosité. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour comprendre pleinement le voyage que nous allons entreprendre aujourd'hui, commençons par le début en répondant à une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un cénacle ? Les cénacles sont des œuvres artistiques représentant la dernière scène, épisode où Jésus-Christ partage le repas pascal avec ses apôtres avant sa passion. À ce moment solennel, Jésus annonce la trahison de l'un de ses disciples et institue l'Eucharistie, l'un des événements les plus importants pour la religion chrétienne. Le terme cénacle dérive du latin cenaculum, qui signifie salle à manger ou chambre haute, tout comme le lieu où s'est déroulée la dernière scène. Les représentations les plus importantes de la dernière scène se trouvent en effet dans les réfectoires des couvents et des monastères, les salles où les religieux prenaient leur repas. Le choix de placer la dernière scène dans ces espaces avait une profonde signification symbolique. Pendant les repas, les moines étaient invités à réfléchir à l'Eucharistie et à la valeur de la communion fraternelle, en repensant au geste de partage de Jésus avec ses apôtres. Et c'est justement dans un réfectoire, celui du couvent de Santa Maria del Grassi à Milan, que se trouve la scène la plus célèbre, la dernière scène de Léonard de Vinci, l'une des œuvres les plus emblématiques de l'histoire. Léonard de Vinci, pour peindre cette œuvre merveilleuse, a adopté une technique très particulière et différente des fresques traditionnelles de l'époque. En effet, les fresques étaient normalement peintes sur un enduit frais afin que les pigments puissent se lier à la surface humide et garantir une plus grande durabilité dans le temps. Cependant, cette technique ne convenait pas à la vision de Léonard, qui voulait créer une scène pleine de détails, de nuances et de profondeur impossibles à obtenir en travaillant aussi vite. C'est pour cette raison que Léonard, en 1495, décida d'expérimenter une technique mixte. Au lieu d'utiliser la fresque traditionnelle, il peignit sur un enduit sec. Il utilisa une combinaison de tempéra et d'huile appliquée sur une couche de gesso qu'il prépara sur le mur. Cette technique lui permit de travailler calmement, d'ajouter des détails minutieux et de créer des nuances douces en accord avec son style innovant et son approche scientifique de la lumière et de la profondeur. Malheureusement, ce choix s'est révélé problématique pour la conservation de l'œuvre. En raison de l'enduit sec, les pigments ne se sont pas fixés solidement au mur, comme c'est le cas dans les fresques traditionnelles. Cela a rendu la peinture extrêmement vulnérable à l'humidité et aux changements environnementaux, et déjà quelques années après son achèvement, la scène a commencé à montrer des signes de dégradation, avec des parties de la peinture qui se détachaient et s'estompaient entières. Vasari, qui visita le réfectoire en 1550, donc un peu plus de 50 ans après sa réalisation, décrit ainsi ce qu'il a vu. Léonard fit à Milan, pour les frères de Santa Maria del Grassi, une scène merveilleuse et admirable qu'il mena à terme avec énormément de peine et d'effort. Et vraiment, ce fut une chose très belle, car avec la vivacité et l'attitude pleine d'esprit des personnages, on n'aurait pas pu faire mieux. Mais comme sa manière ne se prêtait pas à la fresque, il la fit à l'huile sur le mur. De sorte que, n'ayant pas suivi la technique de la fresque, l'œuvre s'est détériorée au point de ne plus tenir. Il n'en reste qu'une tache confuse. Quelques années seulement après sa réalisation, l'œuvre de Léonard apparaît déjà profondément compromise. Au fil des années, de nombreux essais de restauration ont été entrepris pour tenter de la sauvegarder, dont certains ont encore davantage endommagé l'œuvre. De plus, le couvent a lui-même traversé des événements catastrophiques dans son histoire.
Par exemple, pendant l'époque napoléonienne, à la fin du XVIIIe siècle, le couvent a été occupé par les troupes françaises et transformé en... Il raconte que les soldats utilisèrent la salle comme écurie et que la peinture n'était absolument pas protégée de leurs activités. Il existe des témoignages qui décrivent comment certains soldats se sont même amusés à lancer des pierres contre le mur peint ou ont utilisé la paroi pour s'entraîner au tir. Ce traitement désastreux a aggravé l'état de conservation déjà précaire de l'œuvre. Mais la plus grande menace est survenue pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Milan a été durement bombardé. Une bombe a touché le réfectoire, détruisant une grande partie du bâtiment. Le mur sur lequel était peinte la scène a été sauvé uniquement parce qu'une barrière de sacs de sable avait été érigée pour le protéger, atténuant ainsi l'impact des explosions. À partir de ce bref résumé historique, nous pouvons facilement imaginer comment l'œuvre de Léonard a été endommagée au fil des siècles. Si l'on ajoute à tout cela la dégradation causée par la technique utilisée pour la peindre, il est facile d'imaginer à quel point toute l'œuvre a été altérée. Au fil des... À cela, comme nous l'avons dit, nous devons ajouter les nombreuses restaurations qui ont eu lieu au fil des ans, dont certaines ont été plus destructrices que conservatrices. Mais ne nous attardons pas davantage. Il est cependant utile de savoir qu'entre 1978 et 1999, l'œuvre a subi la restauration la plus importante de son histoire, où l'on a essayé de récupérer le plus possible. Et aujourd'hui, nous pouvons le considérer comme le meilleur compromis entre la restauration de l'œuvre et le respect de l'authenticité de ce qui restait. Gardant à l'esprit tout ce qui a été dit, nous allons aborder la partie la plus mystérieuse de cette vidéo. La première question qui nous vient à l'esprit à ce stade est la suivante. Si l'œuvre de Léonard a subi de multiples restaurations, comment pouvons-nous comprendre ce qui est le fruit de Léonard et ce qui a été altéré par les restaurateurs ? Comme nous l'avons vu, déjà quelques années après la réalisation de l'œuvre, celle-ci commençait à montrer des signes de détérioration, mais le succès de l'œuvre fut si grand qu'après sa création, de nombreuses copies furent réalisées, dont certaines sont parvenues jusqu'à nos jours. Elles nous donnent une idée plus précise de ce à quoi le tableau devait ressembler à l'époque de Léonard. Parmi les copies les plus fidèles à l'œuvre originale figure celle de Giampietrino, conservée au Magdalen College d'Oxford. Après avoir clarifié tous ces points fondamentaux, analysons l'œuvre de Léonard et ce que l'on considère comme les indices de son message caché. La première chose qui saute aux yeux en regardant l'œuvre de Léonard, c'est la composition. Léonard semble avoir représenté de façon dynamique l'instant où Jésus annonce à ses disciples que quelqu'un va bientôt le trahir. Comme nous l'avons dit, les scènes ont une longue tradition, mais celui réalisé par Léonard présente des aspects innovants. Le premier élément, nous l'avons déjà identifié. L'œuvre apparaît dynamique, presque en devenir. Le deuxième élément est la position de Judas, l'apôtre qui trahira Jésus. Jusque-là, la tradition plaçait Judas de l'autre côté de la table. Un exemple en est la scène d'Andrea del Castagno. C'était une technique répandue et utile pour souligner la trahison de Judas et sa mise à l'écart des autres disciples. Léonard, s'il n'est pas le premier, est sans doute parmi les premiers à placer Judas avec les autres apôtres. Il ne s'en distingue pas, mais on le reconnaît aux pièces d'argent dans sa main, récompense de sa trahison. En observant l'œuvre, on remarque également que les apôtres sont divisés en groupes de 3, comme pour rappeler le concept de la Trinité. Au centre, en revanche, on trouve Jésus, isolé de tous les autres, peut-être pour symboliser la solitude de sa condition. Mais l'un des détails qui a beaucoup fait discuter est sans aucun doute le bras de Pierre placé derrière son dos. La main de Pierre tient fermement un couteau, et celle-ci prend une position qui semble tordue et peu naturelle. Un deuxième détail est la représentation de Jean, l'apôtre préféré de Jésus, qui, à y regarder de plus près, semble avoir des traits féminins. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ce sujet a beaucoup été débattu après la sortie du livre Da Vinci Code, mais nous reviendrons sur toute cette question importante dans un instant. Commençons par le premier élément, la position de Judas, et pour cela, utilisons l'analyse de Luca Zampi, un chercheur indépendant dont l'hypothèse nous a semblé très fascinante. Vous trouverez son interview complète sur la chaîne Facciamo Fintace, et pour ceux qui le souhaitent, nous mettons tous les liens de référence dans la description. Merci. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans.
Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Lucas Zampi part de l'hypothèse que la main qui tient le couteau n'est pas celle de Pierre, mais celle d'un autre apôtre, peut-être Jean. Nous ne voyons pas cet homme dans la représentation car il est caché sous la table et nous ne voyons que sa main. L'apôtre assis à la droite de Jésus ne serait donc pas Jean, mais très probablement il s'agirait de Madeleine. Pour arriver à cette hypothèse, Zampi part d'un détail, la porte présente sous la figure de Jésus-Christ. Si l'on regarde la scène de Léonard, on ne peut en effet pas ne pas remarquer que dans la partie inférieure du tableau se trouve le cadre d'une porte. Cette porte n'était pas présente au moment où Léonard a peint l'œuvre, mais elle a été réalisée ultérieurement. Les récits historiques nous disent qu'elle aurait été réalisée vers l'année 1652 et qu'elle a été créée pour établir une liaison directe entre le réfectoire et la cuisine. Lucas Zampi, dans son analyse, nous montre aussi cette photo. Une photo qui, comme vous le verrez, è indubbiamente molto curiosa. Cette image a en effet été prise en 1896 et, comme nous pouvons le voir, elle ne montre pas la porte qui devrait en réalité s'y trouver, car comme nous l'avons dit, elle a été réalisée en 1652. Les photos suivantes du réfectoire, comme celle-ci, qui auraient été prises entre 1900 et 1924, montrent en revanche la porte telle que nous la connaissons aujourd'hui. La porte, en regardant ces images, ne semblerait donc pas avoir été réalisée en 1924 ou en 1652, mais à la fin du XIXe siècle. Mais comment est-ce possible? Nous reviendrons plus tard sur la date de réalisation de cette porte, mais d'abord il y a un autre élément intéressant à analyser. Selon Zampi, la réalisation de la porte aurait effacé un détail très important, la présence d'un tabouret placé de l'autre côté de la table. Mais comment arrive-t-il à cette hypothèse? En observant les images du réfectoire, Zampi remarque qu'à côté de l'œuvre de Léonard, un tableau qui semblait être une copie précise de l'œuvre de Léonard avait été exposé pendant très longtemps. Comme on l'a dit, le tableau réalisé par Léonard avait subi de nombreux dommages au fil du temps. Et il est donc probable que, par le passé, on ait décidé de placer une copie du tableau à côté de l'original, peut-être pour offrir aux visiteurs une version plus proche de l'original et plus claire de l'œuvre. Nous pouvons voir sur cette photo à quoi devait ressembler la salle. Au fond de la salle, la scène et sur la droite, la copie de l'œuvre de Léonard. Le tableau mentionné par Zampi est une œuvre d'Andrea Solario, souvent vue comme une fidèle copie de l'original. En analysant la photo du tableau de Solario, Zampi identifie dans les clairs-obscurs de l'image ce qui semble être les pieds d'un tabouret. Malheureusement, il n'est pas possible de faire une analyse plus précise, car le tableau a été détruit par la bombe qui a frappé le réfectoire en 1943. Évidemment, si Zampi avait raison et si ce qu'il identifie dans la copie de Solario était vraiment un tabouret, d'importantes questions se posent réellement. En effet, si personne n'est assis sur le tabouret et que les 12 apôtres sont assis derrière la table, pour qui était ce tabouret? Peut-être pour l'homme au couteau caché sous la table? Et qui est cet homme? Si Judas est assis à côté de Pierre, et si l'apôtre assis à côté de Jésus n'était pas Jean mais Madeleine, il devrait forcément s'agir d'un apôtre, peut-être de Jean. À ce stade, analysons le deuxième élément, le bras de Pierre et la main qui tient le couteau. De nombreux chercheurs indépendants se sont penchés sur cet aspect, donc faisons une synthèse de l'opinion la plus répandue.
Si nous observons le détail du bras, nous remarquons que la main a une position que beaucoup considèrent comme non naturelle, mais pas seulement. Selon certains chercheurs, le bras serait disproportionné par rapport à la figure de Pierre. Ceci serait une erreur que Léonard, qui comme nous le savons était un observateur attentif de l'anatomie humaine, n'aurait jamais commise. Il s'agirait donc d'une erreur intentionnelle, destinée à souligner l'importance de cet élément. Si nous regardons également le détail du poignet, et en particulier la couleur de la peau, nous voyons qu'elle est d'une couleur légèrement différente de celle de la main. En réalité, la main de Pierre entourerait le poignet de celle tenant le couteau, qui appartiendrait donc à un autre homme mystérieux. Tout cela nous amène au troisième élément, la figure de Jean. Comme nous le disions, la figure de Jean, dans l'œuvre de Léonard, apparaît plus comme celle d'une femme que celle d'un homme. Les évangiles présentent Jean comme un jeune homme aux traits androgynes, contrairement aux autres apôtres à l'apparence plus masculine. Si l'on prend même en compte les copies de l'œuvre de Léonard, donc plus fidèles à ce que l'on considère comme l'original, le visage de Jean apparaît encore plus féminin. Et cette ressemblance devient remarquable si l'on regarde un autre tableau très célèbre de Léonard. Si l'on regarde les deux images et qu'on les compare, il est difficile de croire qu'il s'agit de la même personne. Ces éléments raconteraient quelque chose de très différent par rapport à la version officielle, et nous pouvons résumer tout cela en deux hypothèses. Selon le chercheur Lucas Zampi, Léonard de Vinci pourrait raconter une trahison différente de celle de Judas, une trahison plus cachée, qui concernerait Pierre, le fondateur de l'Église catholique. La véritable trahison, selon Zampi, consisterait dans le rôle de Pierre dans la fondation d'une Église qui place Dieu en dehors de chacun de nous, un message profondément différent de celui du Christ. Dans l'évangile apocryphe de Thomas, Jésus affirme en effet « Je suis la lumière qui est au-dessus de tous. Je suis le tout est sorti de moi, et le tout est venu à moi. Fendez un morceau de bois, je suis là, soulevez la pierre, et vous me trouverez là. » Donc la trahison de Pierre, qui très probablement est de mèche avec Jean, l'homme à qui appartiendrait la main qui tient le couteau. C'est la représentation de la façon dont les apôtres préférés de Jésus l'ont en réalité trahi, donnant ainsi naissance et forme à ce qui deviendra plus tard l'Église catholique. D'autres chercheurs, en revanche, suivant l'interprétation rendue célèbre par le roman de Dan Brown, suggèrent plutôt que le message caché dans la peinture de la scène révèle une autre vérité. Le rôle central de Marie-Madeleine. En observant la composition du tableau, ils mettent en évidence la présence d'un V vide entre la figure de Jésus et celle qui, selon la théorie, serait Marie-Madeleine. Ce V est interprété comme un symbole du féminin sacré et représenterait la sacralité du principe féminin. Le fait est également vu comme un symbole du calice ou de l'utérus, symbole de fertilité et de continuité. Selon cette interprétation, Jésus et Marie-Madeleine auraient été liés par une relation, et cette union aurait donné une descendance. L'absence de calice sur la table, traditionnellement considérée comme le Saint Graal, est considérée comme un indice supplémentaire. Le véritable Graal, en effet, ne serait pas une coupe physique, mais Marie-Madeleine, considérée comme le réceptacle de la descendance de Jésus et le symbole de son héritage spirituel humain. Un élément particulièrement intéressant mis en avant par les partisans de cette théorie est que, en superposant l'image en miroir de la scène à l'original, des figures et des détails surprenants apparaîtraient. Au centre, la figure de Jésus-Christ reste reconnaissable, mais elle change du point de vue chromatique. Son vêtement apparaît presque entièrement rouge, et le geste de ses mains semble représenter la bénédiction du pain et du vin, transformant ainsi la signification de la scène. Donc il ne s'agirait plus du moment où Jésus annonce la trahison, mais plutôt d'une référence au sacrement de l'Eucharistie. De plus, la tunique bleue au centre et l'assiette devant Jésus semblent former la silhouette d'une coupe, celle qui manque dans le tableau original de Léonard. En nous déplaçant sur la gauche de la table, un autre détail encore plus énigmatique et surprenant apparaîtrait, une figure que beaucoup interprètent comme celle d'un chevalier templier. En revenant au centre du tableau, on peut enfin distinguer une représentation qui rappelle celle d'un nouveau-né tenu dans les bras par l'un des apôtres. Ce ne sont là que quelques-uns des détails les plus importants. De nombreux chercheurs ont relevé d'autres éléments intrigants, mais la principale question reste: s'agit-il de simples coïncidences, ou bien du résultat d'une étude méticuleuse et intentionnelle de la part de Léonard? Ce double visage de la scène de Léonard ne serait pas unique. Des chercheurs affirment qu'il apparaît dans plusieurs autres œuvres de Léonard.
presente in molte altre opere di Leonardo. Par exemple, dans son autoportrait, en appliquant la même opération de superposition, de nouvelles formes apparaîtraient. Après avoir analysé les aspects les plus intéressants et cachés de l'œuvre de Léonard, avant de poursuivre et de tirer les conclusions de tout ce que nous avons dit, il est nécessaire et juste de rapporter la version officielle et l'avis des sceptiques. Revenons donc au premier point, l'ouverture de la porte qui cacherait la présence du tabouret. Comme nous l'avons dit, la version officielle et historique de l'œuvre de Léonard nous dit qu'autour de 1600, une porte a été ouverte pour relier le réfectoire à la cuisine. Pour mieux comprendre, cherchons des informations dans les témoignages historiques et dans les archives générales du Fonds de religion de Milan. Et ici, nous trouvons le témoignage du père Domenico Pino, le dernier prieur de Santa Maria del Grassi, qui écrivit en 1796 un traité sur l'histoire du Cénacle où il nous fournit quelques informations importantes recueillies dans les archives du couvent, dans lesquelles il déclare que l'ouverture de la porte sous le Cénacle aurait eu lieu en 1652. Cela eut lieu vers l'année 1652, et cela se confirme assurément par les reçus des menuisiers et d'autres artisans qui ont travaillé dans le réfectoire pour l'objet indiqué, lesquels se trouvent encore aujourd'hui dans les archives du couvent. S'il remonte à quelques années avant la date indiquée par le prieur, le document est, pour l'instant, le seul de ce genre et pourrait peut-être suggérer une date rapprochée. Alla porta sottostante, l'ultima cena. L'œuvre peinte sur le mur depuis si longtemps était presque perdue, et c'est pourquoi les pères, ne s'en souciant pas, n'y prêtèrent pas attention. Pour agrandir la porte, ils ont également coupé dans la maçonnerie les pieds et les jambes de la figure du Rédempteur qui se trouve au-dessus de cette porte. Il reste tout de même curieux que les moines, en ouvrant la porte, aient été décidés d'endommager l'œuvre de Léonard. S'il est vrai que cette action semble justifiée par le fait que la scène était dans un état de dégradation extrême, il est aussi vrai qu'il s'agissait d'une œuvre qui avait rencontré un grand succès et qu'il s'agissait tout de même de l'endommager davantage. Il faut également prendre en compte un autre facteur. Les restaurations récentes ont relevé le sol de la pièce, qui à l'origine se trouvait plusieurs mètres plus bas. On pourrait donc se demander s'il était vraiment nécessaire de construire une porte aussi grande, et si ces dimensions étaient réellement justifiées. Était-ce une nécessité liée à la commodité de faire passer facilement les plats et la vaisselle, ou bien sa construction répondait-elle à d'autres logiques ? En ce qui concerne le tableau d'Andrea Solario, comme nous l'avons dit, il a été détruit lors du bombardement de 1943. Nous n'avons donc aucun moyen de l'analyser. Mais même alors, il faut ajouter que dans toutes les autres copies réalisées à la même époque que le tableau de Solario, le tabouret que Zampi affirme avoir identifié dans le tableau de Solario n'est pas présent. On a beaucoup écrit sur le bras de Pierre et sur la main qui tient le couteau. On a même retrouvé les études que Léonard a faites sur cette position particulière du bras. Selon les sceptiques, cela prouverait que Léonard avait étudié attentivement cet élément et que c'est donc sans aucun doute la main de Pierre. Là encore, les copies de l'œuvre de Léonard, réalisées dans les années immédiatement suivantes, semblent contredire l'hypothèse de ceux qui voudraient que la main appartienne à quelqu'un d'autre. Parce que si, dans la scène de Léonard, cet élément apparaît ambigu, peut-être à cause des nombreuses restaurations et des dommages subis par l'œuvre, dans les copies, la main avec le couteau est assurément celle de Pierre. La figure féminine que la tradition attribue à Giovanni et dans laquelle beaucoup voient la figure de Marie-Madeleine est en revanche un sujet plus complexe. Il est indubitablement vrai que la tradition figurative et les évangiles eux-mêmes décrivent Giovanni comme un jeune homme à l'apparence androgyne et qu'au fil des années, de nombreux artistes l'ont représenté avec des traits doux et féminins. Nous pouvons montrer de très nombreuses œuvres, aussi bien antérieures que postérieures à l'œuvre de Léonard. Mais il est également vrai que Léonard, et nous pouvons le voir encore plus clairement dans les copies qui ont été réalisées au fil du temps, représente Jean avec des traits qui rappellent de manière très convaincante ceux d'une femme. Mais avant d'en venir à nos réflexions finales, ajoutons que toutes les théories qui voient dans l'œuvre de Léonard une représentation du féminin sacré et d'une possible descendance de celui-ci, la recherche officielle les considère comme des reconstitutions fantaisistes sans réel lien avec la réalité. Ayant donc résumé de façon très synthétique les objections des sceptiques qui semblent démonter toute possibilité d'un message secret, nous pourrions déclarer définitivement close la question.
Mais avant de le faire, nous devons tout analyser sous un autre angle et nous plonger dans la réalité de l'époque où vivait Léonard. En 1573, les moines dominicains commandèrent à Paolo Veronese une scène qui devait être placée dans le réfectoire du couvent de Venise, et qui devait remplacer la peinture de Titien détruite dans un incendie en 1571. Paolo Veronese décida toutefois de créer une œuvre différente. Il peupla le tableau de nains, d'animaux et de saltimbanques, représentant le tout avec un style festif et mondain qu'il avait déjà expérimenté dans son œuvre précédente, Les Noces de Cana. Dans ce cas, cependant, représenter la dernière scène du Christ avec un tel style fut considéré comme une grave offense à l'institution catholique. Le tableau fut refusé et Veronese fut jugé par l'Inquisition. Finalement, l'artiste ne fut pas emprisonné, mais il fut contraint d'éliminer les éléments les moins respectueux de la tradition et il fut également obligé de changer le nom de l'œuvre, qui ne fut plus celui de la dernière scène, mais celui du repas chez Lévi. Donc un épisode différent de l'Évangile, une fête privée organisée par un riche collecteur d'impôts, et qui se prêtait donc bien à une telle représentation. Cet épisode est très utile pour comprendre le climat de l'époque. En effet, si dans les intentions de Léonard, il y avait eu celle d'insérer dans son œuvre des éléments inappropriés visant à faire passer un message hérétique, cela devait être bien caché. Il ne faut pas oublier que la scène de Léonard aurait été analysée par les hommes de l'époque et serait restée sous les yeux des moines qui la voyaient chaque jour en mangeant. Si l'on considère tout sous cet angle, tout prend un autre sens. Par exemple, le fait d'avoir retrouvé les esquisses. Et l'étude de la position tordue du bras de Pierre n'est plus un élément définitif pour clore la question. Pourquoi Léonard aurait-il étudié avec tant d'attention la position du bras de Pierre ? Pour rendre cette prise de manière plus précise et réaliste, cela ne fait aucun doute. Mais cela n'enlève rien au fait qu'en regardant l'œuvre dans sa totalité, cet élément ait pu être placé là délibérément, pour créer une ambiguïté, un indice bien caché d'un autre récit. Il en va de même pour la figure de Jean. Bien que la tradition l'ait souvent représenté avec des traits androgynes, Léonard, en lui attribuant des caractéristiques nettement féminines, n'aurait pas accompli un geste réellement révolutionnaire. Si cette représentation avait paru scandaleuse ou inappropriée aux yeux des hommes de son temps, l'œuvre ne serait probablement pas parvenue jusqu'à nous, elle aurait été censurée et Léonard lui-même aurait risqué d'être jugé par l'Inquisition. La seule possibilité qu'aurait eu Léonard de transmettre un message caché aurait été de calibrer avec précision les éléments visuels, en allant juste assez loin pour communiquer ce qu'il désirait, sans toutefois dépasser les limites de ce qui aurait été acceptable à l'époque. Ce n'est qu'à travers cet équilibre délicat que l'artiste aurait pu garantir la survie de son œuvre. Aujourd'hui, comme nous l'avons malheureusement constaté, la scène qui nous est parvenue a subi de multiples retouches et restaurations, et nous ne savons pas quel pouvait être son aspect original. Nous ne pouvons pas déterminer avec certitude si Léonard a délibérément joué avec les couleurs et les formes pour créer des images ambiguës pouvant être interprétées différemment. Nous ne pouvons pas savoir si l'ambiguïté qui s'offre aujourd'hui à nos yeux est le fruit des mains expertes de Léonard, ou simplement le résultat. Plusieurs restaurations et la négligence du temps. Nous pouvons toutefois affirmer que le jugement sur tout cela est en suspens, ou qu'au moins nous devrions chercher d'autres éléments dans d'autres œuvres et dans la vie de Léonard lui-même, et cela, si vous le souhaitez, nous pourrons l'aborder dans une prochaine vidéo. À ce stade, nous vous invitons à écrire votre avis dans les commentaires, et nous serions ravis que ceux d'entre vous qui ont des éléments supplémentaires enrichissent la discussion ou répondent aux questions restées en suspens. Alors écrivez dans les commentaires, et si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir notre travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine histoire.